So I'm going to talk about well, first of all, thank you for the invitation to take part in this event. It's a pleasure to be with so many people, some of them that I know and many that I don't know. And I'm going to talk about 3D printing, how we can completely change hospital pharmacy through 3D printing. Okay. Yeah. So this is what we call the virtuous cycle of personalized medicine. Uh, why we call a virtuous cycle of personalized medicine? Because it's what we envision for the future. In the future, we think that what we are going to have is like a patient that doesn't feel well, or this patient has a therapeutic need because there is a wearable device or a blood test that says that something is wrong. So this patient goes to the medical doctor. The medical doctor checks the patient, and if this problem can be treated with medicines, it's going to make a digital prescription. This digital prescription is going to be sent to the pharmacy, is going to be transformed in a 3D digital design, and then this 3D digital design is sent to a pharmaceutical printer where we manufacture a personalized medicine for this specific patient. The patient takes the medicine and we evaluate again the clinical output. So maybe it's necessary to increase the dose, reduce the dose, change the treatment, combine different drugs. But every time the patient goes through this cycle, we are getting better medication for the patient, but we are also generating new data, a lot of data that can be very useful to get better medications for other patients as well. That's why it's called virtuous cycle of personalized medicine. So obviously, to make this a reality, we need a lot of things. No, one is software integration, software that is able to predict the right dose for the patient. Maybe the right dose is not 50 milligrams, it's 33 milligrams. Right now, we are not used to this type of prescriptions. We will need new software, that is software able to develop 3D modeling, new printers, pharmaceutical printers that are able to manufacture the medicine in a quick way in hospitals and pharmacies. We will need new formulations, new medicines, new pharma inks, the materials that we put inside the printer. We will need new therapeutic tools, diagnostic tools, sensors that are able to evaluate the blood levels of different drugs. And potentially the most important part, but all of them important, we are going to need artificial intelligence, because we are going to generate so much data that we need machine learning algorithms to understand this data. And this data is going to be very critical to predict how it's going to evolve the disease. So probably you think, well, this is science fiction, we are not going to implement this, but we are working in the implementation of this, and in some cases it's implemented already. Why I think 3D printing is going to be very useful for this model? Well, because 3D printing is controlled by software, we can automate the production, so we reduce potential errors, we reduce exposure to medicines for people preparing the medicines, can be faster, cheaper, and it allows personalization of the medicines. That is the key point. Why 3D printing? Because with 3D printing, with the software, we can easily change the size of the 3D model, and changing the size, we can make objects bigger, so we can increase the dose. We can make the tablets with different shapes more attractive for patients. We can combine different drugs in one single tablet. For example, here in the left side, you see a 3D model with 4 different layers, and this is the actual printed tablet with 4 different layers with 4 different food colorants, but they could be 4 different drugs. No? Or we can have like different designs where one drug is released first and the other drug is released later. So we can have a lot of personalization options. And this is talking only about oral formulations, but we can talk about implants or other type of devices that can be also 3D printed. So a bit about the story of the field, related also with my story.
when I started doing 3D printing, I'm originally from Spain. I moved to London more than 12 years ago in 2013. And when I started doing 3D printing was in UCL, University College London. Back then in 2014, there were only 12 papers published about 3D printing and were actually not really related with personalized medicine. It was about printing medicines using a 3D printer. This is cool, but that was all. So when I started, I was able to read all the papers published. Right now, it's impossible because it's a hot topic and there are so many papers that I'm not able to read all of them. But at that point, the vision about 3D printing was like, it's a technology that is cool. You can publish articles, you can do research in the lab. But when I was going to conferences, people were saying, it's impossible that you are able to put a 3D printer in a hospital or in a pharmacy and print medicines and give these medicines to people. So what we have to do is actually that, to move a printer into a hospital and print medicines for patients. So we were able to do that in 2018. We published our first clinical study. In that study, we printed actually an one amino acid that is called isoleucine for patients with a rare disease that is called maple syrup urine disease. I guess you are familiar with maple syrup there and maybe with maple syrup urine disease as well. So these patients are not able to metabolize some amino acids. Isoleucine is one of them. So in the diet, they cannot have these amino acids, but they need to ingest specific amounts of these amino acids for the normal growing of the patients. So the traditional way of making these medicines is through compounding. In the hospital, they were weighting specific amounts of isoleucine and put them in capsules, depending on the blood levels of the patients. So we decide to compare the compounded capsules with the printlets, 3D printed formulations. In this case, we selected chewable tablets with different flavors, with different colors, more attractive for patients. We selected only 4 patients because there were only 4 patients in the hospital at that time because it's a rare disease. And for 3 months, to these patients, we gave them the conventional capsules and for 3 months, the 3D printed tablets. And we were evaluating the isoleucine levels and the acceptability. The results were good because we got that the printlets were able to control, the 3D printed tablets were able to control the blood levels of isoleucine in even better way than the capsules with lower distribution. So, sorry, with lower dispersion of the values of isoleucine concentration. And also they were very well accepted. So people, the children loved these chewable tablets and they actually wanted to continue with the treatment. Thanks to this study in 2020, we were able to launch the first printer, the printer that we call MediMaker. It was the first pharmaceutical printer. We got several awards for this printer. And that printer is able to print with different 3D print heads that are based on different 3D printing technologies, fused deposition modeling, direct powder extrusion, or semi-solid extrusion. The one that is more useful for hospitals is semi-solid extrusion. That is the one that you saw in the first video where we have a syringe and we are extruding a kind of a paste. No? But this printer allows printing different type of materials. So after that clinical study, we did another one in the same hospital. Was the second clinical study. We printed also chewable tablets with different colors and flavors, but this time we combined different amino acids, isoleucine, valine, citrulline, and the doses were very variable between 200 milligrams and 1.6 grams of these different amino acids. So we proved that it's possible to combine different drugs or amino acids together in the same formulation as well. Also blocking the taste of the amino acids. We were able to use dry blood spots.
So the patients were not, was not necessary for the patients to go to the hospital to check the amino acid blood levels. They were just putting a drop of blood in a piece of paper and sending the piece of paper by post to the hospital. So the blood levels were analyzed offline, let's say. And we use different apps to ask them about the acceptability of the medicines. So children loved, again, these medicines and was very well accepted. At that point, we realized that it's very important to have the three cornerstones of 3D printing together. What are the three cornerstones? Well, the first one is the printer. You need a good printer that is able and especially designed to print medicines. In our first study, we were using a printer that was designed to print food. And it worked as a proof of concept, but was not the best. Then we need the software. That is a software easy to use for pharmacists to select the dose. And then is the pharma ink, the materials that we put inside the printer. So for software, we had to develop our own software as well because we realized that pharmacists are not interested in knowing anything about 3D modeling, 3D structures. They just want to select the dose that they need to print and print. So we develop a software that is able to do that and is also able to share protocols of how to prepare the pharma inks, share protocols about how to keep these formulations, and also audit trail. So it's able to keep information of the whole process. The good point of 3D printing, 3D printer allows printing, no? Layer by layer, we are adding layers of materials and we get the object. As you saw in the first video, sometimes 3D printing is not very fast because it goes layer by layer. But with the same 3D printer, it's possible to use the printer to fill blisters. We can have a blister open and we add different amount of materials in the blister. So we increase the dose depending on the amount of material that we add in the blister that then we can close. Or we can use the 3D printer for capsule filling. So we can have a capsule holder, fill the capsule more or less with different materials, so changing the dose. So at the end, we are manufacturing with a 3D printer medicines in a faster way. Why? Because filling a capsule takes 2 seconds. Printing a tablet sometimes takes 1 to 3 minutes. It takes longer. No? So after all these studies in hospitals, in 2025, this year, we decide to do something similar, but in a pharmacy. So move away from hospitals and implement this in pharmacies. For that, we did a study to print minoxidil capsules in a pharmacy. This study was done in Spain. Minoxidil is for hair loss, and it's a product that in pharmacies in Spain is normally manually produced. So pharmacists prepare capsules and sometimes they use different amount of minoxidil mixed with dutasteride or finasteride. So they manually prepare that. So we thought that could be suitable 3D printing to prepare these capsules, personalized capsules, in a faster way. So the process to make this a reality is to manufacture the pharma ink, the materials that we used to put in the printer, then to prepare the capsules, fill the capsules, and then remove the capsules from the capsule holder and give it to the patients. So preparing the pharma ink is a relatively simple process. We select excipients that are commercialized normally for compounding from different companies. For example, in the US, we use materials from a company called Specialized RX, from Fagron, Medisca, PCCA. So there are many excipients that can be used mixed with the drug, and you fill these syringes and you have your pharma ink ready. No? We print QR codes for track and trace the whole process. And then with these syringes, we put them in the printer, we select the dose that we want to print, and the software knows what is inside the syringe because it's a protocol that is inside the printer. And then the software
actually prints the material inside the capsules and records the weight of each individual capsule. So if there are deviations from the capsules, we can know and we can remove some of the capsules if needed. So we implement quality control systems. Then we remove all the capsules from the capsule holder, we put it in the container, and it's ready to be given to the patient. So this is actually the process of filling capsules with the 3D printer. And it's important to mention that it is personalized, so we can select different doses for different type of capsules. So as you see, it's much faster than 3D printing, but we are using a printer. So we reduce manual labor. The pharmacist or the technician can do something different. And we also reduce the cost because we don't have to keep a person filling capsules in a manual way. Obviously, what we want is not just to make compounding automatic. We want something that is better. One of the main problems of compounding, especially in the US, is that sometimes there are some safety concerns. No? We are not really sure that we are giving the right dose to the patients because it's manually prepared, so could be not homogeneous mixture or other problems. So what we want is to make sure that this automatic process is safer as well. For that, we have a balance under the bill plate. We have a balance, and we can know the weight of each individual capsule. And on top of that, we have pressure sensors to know that we are dispensing the right amount. And also, more for research projects, we include the NIR, near-infrared sensors that are able to quantify the percentage of drug inside the formulations. So if we know the percentage of drug inside the formulation and we know the weight of each individual tablet, we can really know exactly the dose of each individual tablet. So we can be sure that we are giving the right dose to the patients. Either 3D printed tablets or chewable tablets or capsules, whatever we print. So where are we now? The field evolved a lot in 10 years. It's a hot topic. 3D printing is a hot topic. It's being implemented in several hospitals, mainly in Europe, because I would say that Europe is leading this implementation. I don't know why in the US or Canada there are not a lot of people working on that. Maxime from Gustav Rusi is going to tell some of the fantastic studies that he is doing there. We have some of our printers and collaborations in other hospitals, Great Ormond Street in London. It's a pediatric hospital, Hamburg Hospital in Germany, Valdebron Hospital in Spain. So some of the best hospitals in Europe are using 3D printing, and not only for research, they are using 3D printing as well for treating patients. And this is something that Maxime is going to explain later. Also, something funny, this year, NASA contact us because they think like, well, in the future, we are not going to have a tableting machine in Mars or in a starship with powder. We are going to need new methods to prepare medicines if we go to other planets. So how are we going to make medicines in space? Well, we told them 3D printing. So maybe in the future we will have 3D printers in space to make medicines, no? And it's a very cool collaboration. So we have many collaborations with hospitals, companies. I cannot mention pharmaceutical companies for confidentiality, but Pfizer, we publish articles together, Lausanne, other companies. We work with many suppliers of materials because what we want is that it's easy to get these materials to print. And what we want is that everyone can develop formulations for these printers. So it's not something that we tell you what to do and you have to prepare this. So you could do your own research and develop formulations. But what we want ideally is that these formulations are shared
and we tell to some people what they should do, because some people, they don't know about 3D printing and they just want protocols. So we provide these protocols with materials from Specialized RX or other organizations who provides to compounding. Right now, if we are thinking about implementation in clinical setting, we have two scenarios. One scenario is scenario one, that we can call it compounding, or in the UK are called pharmaceutical specials. In this scenario is this one. We have the pharmacist in the pharmacy preparing the pharma ink, and this pharma ink then is placed in the printer, and with the software we print the final object. That works, and we can make pharma inks manually in a hospital or in a pharmacy, but maybe it's not the ideal scenario. It's like if we have a printer at home and we want to print on paper, and we have a printer from Canon or Epson, and the manufacturer of the printer says, well, if you want to print a paper, you need to prepare your own ink and then put it inside the printer and print. Well, obviously, if you don't have something better, you can print with your own ink, prepare some materials and put your own ink in the printer, but it's not the ideal solution. The ideal solution would be to have a pharma ink, a cartridge that is manufactured from a pharmaceutical company like Pfizer, AstraZeneca, and pharmacists in hospitals and pharmacies buy this cartridge, put it in the printer, select the doses and print. Obviously, this is what we call scenario two. We have a company manufacturing the cartridges, and these cartridges are sold and printed in pharmacies and hospitals. This is a validated 3D printing process. This is something that we are trying to work and to implement. Maxine might talk about this because we are pushing meetings with regulatory agencies to implement this system, but most of the regulatory agencies have no clear picture about what is the legal consideration of this cartridge. It's an intermediate product, it's a final product, it's not it's something new, it's a pharma ink. So, but this concept is easy to understand if I mention Nespresso. No? We can have a coffee machine at home, we buy the capsules Nespresso, we put it in the coffee machine, we click and we get our coffee. So we want to do something very similar in scenario two, but with medicines. Having a pharma ink with different drugs, put it in the printer, print, and done. And this is personalized and safer and faster as well. No? So how would be this process? Well, something like this. We scan the pharma ink. The pharma ink is basically a cartridge. We select the doses and then we print directly into a blister, a capsule, or we can do 3D printing. This doesn't exclude doing 3D printing, but 3D printing takes a bit longer than filling a capsule or filling a mold or filling a blister. And in most of the pharmacies and hospitals, time is very important, so they prefer doing that. But with 3D printing, we have the versatility to do everything. Obviously, while we are printing, we are recording the weight, all the information is stored in the computer, and we know exactly who made the medicines, all the information is recorded. No? So this is the future, this is our vision, and Maxine is going to tell more information about this. We collaborate with a lot of people, universities. I don't change these logos very often. Probably we have more logos that we can include there. This is part of the team behind all the developments. This is the team at Fabrics, the company that is based in London. We have Fabrics is a company based in London. We have also facilities in Europe, in Spain, and we open another company in the US as well. Nothing in Canada yet, but we might go there. And something that I would like to mention is that I'm the co-founder of Pharma 3DPI, Pharmaceutical 3D Printing Initiative. It's an initiative, a global and international initiative
with the aim of implementing 3D printing to reach patients, to treat patients in pharmacies and hospitals, but to treat patients. That's my priority, and I'm a researcher, I'm a pharmacist, and I like being in the lab, but what I like is to have conversations with people working in hospital, knowing their needs, and try to implement this technology in the hospitals. And I think that's all. I'm happy to answer questions later or now, I don't know. Thank you very much. Thank you, Alvaro. We have two questions actually that we can take now, and we also have time later, to go around the table again and ask further questions. Yeah. So the first question is by Laura. It's in the chat, and she thinks your topic is really interesting, and she was wondering, do you see the future of 3D printing medicine as something that will help reaching out like remote or underserved areas? Could this become a real tool? Yeah, so improving access in remote or underserved areas. I mean, yeah, also this 3D printing approach is 3D printing is decentralized manufacturing, if we are talking about personalized medicine. So it's a decentralized manufacturing system. Would be very useful for hard to reach areas. People are talking about printing inside ships or outside in starships, but also in Antarctica. So that's something that could be potentially done in the future. And also for when there are like lack of medicines, no? Sometimes there are lack of a stock of specific medicines, commercial medicines. We could make them decentralized using 3D printing. So that could be another option. So ideally, we want to reduce dependency of just one centralized point, no? And even if I'm talking about scenario 1 and scenario 2, both are decentralized, and we also can make our own ink whenever we need. Yeah. Then the other question is, do you need to consider the solubility of the drugs in the preparation? Yeah, sometimes we do, because sometimes what we want is to increase solubility of the drugs, and we can select specific excipients to increase the solubility of the drugs. Sometimes we are not worried about increasing solubility of the drugs or drug release, and we just can use some excipients that mix well with those specific drugs, but doesn't matter about the solubility. It's important the compatibility between the drugs and excipients. That's the key thing. And solubility is one of the parameters that we take into account, but it's not critical. In most of the cases, what we do is immediate release formulations, that we take the drug, we mix it with one excipient, and most of the time we use 1, 2, or 3 excipients alone or together, but we are able to develop a formulation really quick with always the same excipients. And we don't take into account the solubility if we are not worried about increasing drug release. But it's a parameter that you need to take into account, like degradation temperature. No? If this drug is not stable at low temperature or at the printing temperature, you need to print at very low temperature. Like even at room temperature, it's possible to print at room temperature. I don't think there are more questions, or I don't see more questions. So it's Maxim's turn now. Maxim is the boss. Là, on t'entend.
Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui, tout le monde m'entend? Merci beaucoup. Donc, je disais, nous allons accueillir Maxime Aneuro. Maxime est pharmacien à l'Institut Gustave Roussy. Il s'occupe plus particulièrement d'oncologie pédiatrique et il va nous présenter aujourd'hui comment l'impression 3D a pu être implémentée dans son hôpital et comment ça a pu s'intégrer aux pratiques hospitalières et aux besoins non comblés par l'industrie. Merci Maxime. Merci Gaëlle, merci Alvaro. Si tu m'as fait gagner quelques slides que j'avais préparés, donc ça va permettre de rattraper un petit peu de retard. Je te remercie beaucoup. Donc, bonjour à tous. Juste un petit mot sur moi-même pour commencer. Donc, je suis praticien hospitalier à Gustave Roussy depuis 10 ans maintenant. Je soutiens mon PhD puisque j'ai tout fait à l'envers dans ma carrière, là, dans un petit mois. Voilà. Je suis en charge en parallèle de toute la partie recherche et développement de Gustave Roussy sur la nouvelle formulation depuis bientôt 5 ans. Et avec Alvaro, on a cofondé donc, le Pharma 3DPI l'année dernière. Et j'ai des conflits d'intérêts qui n'ont pas de rapport avec cette présentation avec Orphelia, Jazz et AstraZeneca. Et cette présentation est faite en partenariat sans conflit d'intérêt aussi avec Rocket et Faberix. Donc, juste un premier mot, pourquoi est-ce qu'on va parler d'impression 3D et tout pour commencer? La première chose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour nos patients? C'est l'observance du traitement. C'est quand même la clé. Aujourd'hui, on sait que l'observance du traitement, c'est multifactoriel. Il n'y a pas qu'une seule réponse et que malheureusement, les patients ne sont pas observants. Beaucoup de cas, surtout moi dans les maladies chroniques en oncologie, on va retrouver de l'oubli, beaucoup d'oubli pour les patients qui oublient de prendre leur traitement. La crainte d'effets secondaires, très souvent, surtout en cancérologie, c'est vraiment une des causes de non-prise du traitement, puisque le traitement vous donne des effets indésirables alors que parfois vous n'avez plus de symptômes de la maladie. La guérison à la fin du traitement, de plus en plus, avec des patients qui ont des traitements au long cours, la lassitude. Et en France, nous, on a de la chance que le dernier point, le coût trop élevé, n'est pas un point problématique. On retrouve ces points-là dans l'inobservance des pathologies pour de nombreuses pathologies. La cancérologie n'était pas évaluée en 2019, ça devait être le cas. Mais sur un point de vue de nos pratiques, aujourd'hui, si on doit parler, on a à peu près, nous, un patient sur deux qui n'est pas observant correctement sur son traitement anticancéreux. C'est quand même un véritable frein et une des causes aujourd'hui de rechute et de changement de traitement est souvent la non-observance. Juste pour vous donner une idée, en France, ça a représenté 9 milliards de coûts additionnels en 2015 sur 32 milliards de coûts du budget de médicaments. C'est la seule étude qu'il y ait sur la donnée de la non-observance au traitement. L'impact sur la survie, une étude qui a été faite à Gustave Roussy a montré que ça avait un impact, donc un taux de rechute multiplié par 3 dans le cancer du sein, sur une étude qu'on a fait en 2020. Parce qu'on nous faisait donc les prélèvements sanguins des patientes et on avait vu qu'en fait, une patiente sur deux n'était pas observante. Et sur ce bras de patiente non observante, on a trouvé que le taux de rechute était multiplié par 3. En sachant que le coût d'une patiente qui rechute, c'est à peu près 100 000 € par an par patient pour le premier rechute, et après on passe à 500 000 € par an par patient en deuxième ligne, quand ça rechute, avec un taux de mortalité qui est explosé. Et si on parle d'autres pathologies, on sait que ça entraîne des réhospitalisations pour tout ce qui est épargne de BOPA moléculaire, antivitamine K par voie orale, etc. Pourtant, on sait faire plein de choses. On sait pouvoir fabriquer des traitements pour les patients avec des formes adaptées. Donc on est capable de pouvoir faire des formes solides, des capsules, des mini-tablettes, même des mini-granules, etc. Des formes orodispersibles, des formes chewable, des films orodispersibles pour améliorer l'observance. Tout ça, on sait le faire, l'industrie pharmaceutique sait le faire, on sait le faire en pharma. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Dans les postes de soins, voilà l'outil préféré de l'infirmière, ce qu'on appelle en France le toucan, cette belle chose où on écrase tout, on mélange tout et on donne ça à prendre aux patients. Donc, on va pas revenir sur d'autres projets qu'on a fait, mais on expose à peu près à 15 à 20% du traitement qui se retrouve en dehors du sachet, donc sur le poste de soins. Quand on parle d'anticancéreux, s'il manque l'anticancéreux dans le sachet, c'est qu'il est à l'extérieur, donc on expose les infirmières et les soignants au traitement. Et on expose aussi le patient à tout un tas d'effets indésirables. Donc, pour ça, nous, ce qu'on a développé au sein de Gustave Roussy, on ne peut pas le faire sur toutes les maladies, c'est on essaye de travailler sur les préparations hospitalières et sur les préparations magistrales et aller vers la médecine personnalisée. Donc, en 2025, pourquoi est-ce qu'on fait encore des préparations? Donc, à défaut de tous ces problèmes-là d'observance, on a aussi les cas de rupture de médicaments. On est confronté à ça de plus en plus, et plus le médicament est ancien, plus il est en rupture. On ne parlera pas des inhibiteurs de tyrosine kinase où les industries pharma ont développé les solutions et une fois que le brevet arrive en fin de vie, la solution buvable disparaît pour la pédiatrie.
des dosages inappropriés qui sont commercialisés, surtout avec l'apparition du 4e âge et le besoin d'adapter les traitements. Des formes galéniques inadaptées, donc les patients âgés n'arrivent pas à prendre les traitements, et c'est la même chose en pédiatrie. C'est de plus en plus le cas, nous on travaille de plus en plus en gériatrie. Je travaille à côté de ça à l'INSERM sur des maladies rares et on a besoin de développer de nouvelles formes. Et on travaille beaucoup sur une drug repositioning. On a besoin aussi de formes adaptées et pour lesquelles l'industrie pharma ne va pas. Qu'est-ce que sont nos besoins? Sur nos besoins, c'est les mêmes que tout le monde. Pédiatrie, gériatrie, observance, problématique de ressources humaines et de formuler des nouvelles médecines. On a aussi des essais cliniques sur lesquels on est fabricant pour certains essais cliniques et si on veut faire de l'eau répétable, fabriquer des gélules comme Alvaro l'a présenté, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et j'irai quand même aussi sur la libération personnalisée avec des profils personnalisés, de plus en plus de cas et de plus en plus de demandes de nos cliniciens depuis qu'ils savent qu'on peut le faire. Pour répondre sur l'impression 3D, qu'est-ce que ça permet de faire? L'impression 3D, ça permet de pouvoir permettre donc de personnaliser les doses, c'est pour ça qu'on s'est lancé dessus, répondre aux problématiques de rupture, c'est plus précis que ce qu'on fabrique quand on fait nos gélules, et ça nous permet d'aller faire des petits lots pour les essais cliniques. Qu'est-ce que l'impression 3D permet de faire? Donc, comme on vient de le dire, c'est ajuster les doses, ça permet de changer aussi le profil de dissolution, ça permet de faire des polypiles, et ça permet de faire des small batches. J'ai repris cette diapo-là, qui est assez intéressante parce que ça montre que ça s'intéresse partout, de l'industrie pharmaceutique qui s'installe aux US, aussi bien en Europe qu'en Chine, qu'en Asie du Sud-Est. Tout le monde s'y intéresse, avec 5 technologies qui sont les plus investiguées. De la technologie qui a permis de faire Aprecia aux US, il y a bientôt de ça 8 ans, à la SLA, qui a un véritable potentiel, mais qui aujourd'hui a des problématiques de photoactivateurs qui sont aujourd'hui cancérigènes. Donc pour l'instant, ça reste de la R&D, mais si ça marchait, ça irait nettement plus vite. La soumission à l'extrusion, on verra pourquoi on l'a choisi juste après. Le FDM, avec ses contraintes et ses véritables potentiels. Et des technologies qui sont un mixte, qui sont utilisées chez Triastec, par exemple, qui permettent d'avoir du hot melt extrusion en industrie pharmaceutique pour avoir de la libération personnalisée. Pour moi, le FDM, c'est la technologie la plus précise. C'est la technologie la plus publiée dans la littérature, qui avait un grand intérêt quand on s'est intéressé à l'impression 3D, qui est déjà présent dans l'industrie, qui est déjà, c'est du détournement en fait de l'HME dans l'industrie, qui sert en fait pour la granulation, mais qu'on va servir cette fois-ci pour imprimer. Le problème qu'il y a, c'est que fabriquer du filament reproductible qui rentre dans une imprimante, qui ne soit pas cassable, qui ne soit pas trop mou pour pouvoir boucher les têtes, c'est compliqué. Et ça nécessite de passer à des très fortes températures. Et dans mon cas précis, pour travailler sur des cytotoxiques, les vieux cytotoxiques sont des molécules fortement réactives. Qui dit fortement réactive dit fortement instable. Donc, ce n'était pas bon pour pouvoir l'utiliser. Mais ça permet de faire quand même des jolies choses, surtout sur un point de vue publication et sur un point de vue de personnalisation du profil de release. Vous pouvez combiner plusieurs principes actifs avec des profils de release quand même très intéressants, de faire du immediate release combiné à une libération prolongée, avec le traitement d'un patient qui va avoir son problème cardiaque. Donc là, c'est le traitement post-AVC combiné dans une seule prise par jour. Mais ça prend à peu près, on a essayé de le refaire, ça prend à peu près 8 minutes d'impression par tablette. Donc c'est pas tout à fait faisable. La semi-solide d'extrusion, cette fois-ci, on va fabriquer un gel, on va voir un petit peu après dessus et on va pouvoir l'extruder. Donc, comme elle l'aura présenté, c'est vraiment très utile, surtout pour les principes actifs thermosensibles. Donc, nous, on imprime soit à température ambiante pour certains cas, soit jusqu'à 80 degrés pour d'autres en fonction des formulations qu'on va avoir. Et c'est des formulations beaucoup plus simples, sur des gels ou des crèmes-like dessus. Mais on peut en plus, on l'a fait par erreur, faire des profils de libération prolongés, par exemple avec des pectines. On s'en est servi comme gélifiant, ça fait des très bons agents de libération prolongée dessus sur 12 heures, c'est parfait dessus. L'inconvénient, c'est une maîtrise de la rhéologie cette fois-ci qui va être beaucoup plus poussée et c'est vraiment le challenge, surtout côté hospitalier, mais ça s'apprend assez bien. Je connaissais rien il y a 4 ans, aujourd'hui je me débrouille plutôt pas mal dessus. La Direct Powder Extrusion, une technologie dans laquelle moi j'ai beaucoup d'espoir. On va pouvoir imprimer directement, c'est une combinaison un petit peu entre la SSE et le FDM. Mélange de poudre directement, formation du filament in situ et impression. Aujourd'hui, c'est vraiment du prototype et il y a une problématique qui est l'écoulement de poudre dessus, qui est vraiment très important. Et un des inconvénients pour ceux qui savent, maîtrisent bien la HME,
dessus, c'est qu'on n'a qu'une seule zone de température en termes de zone d'impression aujourd'hui, donc c'est-à-dire que ça va nécessiter vraiment d'avoir un mélange très homogène avec assez peu de points inspectifs, en tout cas une propriété viscoélastique très élevée pour pouvoir être utilisable, mais ça marche sur certains médicaments et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant dessus. Nous, on a choisi à partir de ça, quand on a dû se lancer sur les choix, sur la semi-solide extrusion. Pourquoi? Parce que ça nous permettait de faire de la libération immédiate, même du film eurodispersible, ou des formes dispersibles, tout simplement dans de l'eau dans des très faibles volumes. On avait eu comme envisagé à un moment les technologies drop on demand, c'est-à-dire des dépôts de gouttes sur un film déjà préfait. C'est une bonne alternative pour les films eurodispersibles, mais ça se limite à des très faibles doses. On a fait des tests, on ne peut pas aller au-delà de 15 mg dessus. Donc ça limite quand même beaucoup de principes actifs en termes de développement. Le FDM, aujourd'hui, ça pourrait être intéressant sur plein de cas, mais ça va nécessiter, comme Alvaro l'a présenté, un acteur intermédiaire qui va venir vendre le filament, parce que autrement, ça n'a aucune chance de pouvoir arriver dessus. Et une technologie hybride qui est assez intéressante, qui reste la direct powder extrusion, mais ce sera quand ça marchera à grande échelle. Aujourd'hui, c'est très bien pour faire du prototype, mais on n'a pas de cas d'application clinique à grande échelle pour ces raisons. Un petit point quand même, parce que c'est bien beau de préparer tout ça, mais comment est-ce qu'on fait au niveau légal et comment c'est encadré dessus? Donc, je vais vous faire un petit peu feedback de ce qu'on a pu avoir. On a eu des points avec le groupe Pharma3 API, avec l'EMA il y a un petit mois de ça, et je vais vous faire un petit point avec les discussions françaises et anglo-saxonnes aussi. En France, on travaille sous le statut de préparation. J'étais avec l'EMA encore ce matin pour faire un petit peu un point. On est couvert par le statut de préparation qui nous dit que la préparation est encadrée par un article de loi qui nous dit que c'est un médicament qui doit être fait sur une prescription médicale en cas de besoin, absence de forme adaptée. C'est-à-dire, forme adaptée peut dire dose, changement de rupture ou autre. Il y a plein de cas possibles et ce besoin non couvert permet en fait de faire beaucoup de choses. Ça nous permet de travailler sur des molécules qui sont libres de droit, c'est-à-dire non protégées par les brevets, dans la même indication en cas de rupture ou en cas de forme d'adaptation galénique. Ça nous permet aussi de faire du repositionnement galénique dans d'autres cas, avec des nouvelles formes, par exemple, de transformer de l'IV en oral pour certaines molécules, tout simplement faisant de la gastrorésistance pour l'encapsuler. Ça nous permet aussi de travailler sur les drogues qui sont actuellement sous brevet. Pareil, même indication ou nouvelle formulation, et dans les nouvelles indications. Et ça nous permet aussi de travailler sur des nouvelles drogues qui ne seraient pas commercialisées, qui n'auraient rien, donc dans des nouvelles indications avec des formes galéniques adaptées. Ça me permet d'encadrer un petit peu tout ça. Pour eux, qu'est-ce qu'ils voient au niveau français dessus? L'impression 3D, c'est un nouvel outil de production sur lequel on doit pouvoir être appliqué les règles qui ont été revues par les bonnes pratiques de préparation de 2023 dessus. Leur seul souci, comme l'a dit Alvaro et comme le présente l'EMA, parce que c'est les mêmes personnes au niveau national et à l'EMA, c'est l'encre, l'intermédiaire doit avoir un statut qui doit être défini dessus. Leur vraie contrainte, c'est que c'est un système qui soit easy to clean et que tous les matériaux qui rentrent en contact avec le produit soient de qualité pharmaceutique ou qu'on puisse montrer qu'il n'y a pas d'interaction. L'équipement doit avoir un marquage CE, donc certifié au niveau européen, et que le produit fini, on puisse appliquer des contrôles identiques à nos préparations. En gros, pour eux, c'est juste un outil de production, mais rien de plus, pas besoin de contraintes particulières tant qu'on maîtrise le process de A à Z. Des points qui vont nous faire évoluer très vite, c'est les Anglais, comme le sait Alvaro dessus. Ils vont rendre cet été leur avis, le 23 juillet très exactement, dessus, sur la fabrication décentralisée, qui englobera aussi bien donc, le manufacturing of point of care, qui englobe tout ce qui est carticelle au niveau académique, donc tout ce qui va être produit au niveau des centres hospitaliers. Donc vraiment toute la réglementation dessus, avec ce qui englobera l'impression 3D à ce niveau-là. Les Américains avaient commencé à travailler dessus il y a déjà 3 ans de ça, mais c'est en stand-by, comme je le disais en préambule de cette réunion. Suite aux élections américaines, on n'a plus de nouvelles ni de la FDA, ni de l'USP. Ils avaient donc, au niveau anglo-saxon, leur qualité, leur manière de voir les choses sera un petit peu près celle-ci sur leurs slides qu'on a pu récupérer de leurs travaux réglementaires, en tout cas précoces, c'est-à-dire qu'ils vont créer un nouveau système avec des systèmes de validation plan de fabrication au niveau centralisé avec des audits, des preuves de traçabilité et des remontées au niveau du fabricant, donc du système de contrôle et de remontée d'informations. C'est-à-dire que l'imprimante devra pouvoir communiquer d'une manière ou d'une autre avec un blueprint ou avec de l'intelligence artificielle, prouvant que ce qui a été fait dedans soit bon pour renvoyer un certificat de conformité au niveau de l'outil. Et ce master file, lui, devra pouvoir être audité par les agences pour pouvoir prouver la réglementation, qu'on soit bien en réglementation avec la réglementation.
Au niveau des sites, d'impression, c'est la même chose que ce qu'on a au niveau hospitalier aujourd'hui, c'est-à-dire des audits, est-ce qu'on respecte bien les normes en termes de traçabilité de toutes nos étapes, en termes de qualité d'environnement et en termes de nettoyage. Dessus, on a eu donc récemment, il y a un petit mois de ça, des discussions avec l'EMA pour définir en fait qu'est-ce que c'est ces items justement de qualité nécessaire pour l'impression 3D, puisque l'impression 3D, comme a dit Alvaro, est un nouveau produit, et qu'est-ce qui serait nécessaire pour pouvoir avoir la traçabilité, et enfin cette question sur le produit intermédiaire, qui malheureusement, vous le verrez, n'a pas été encore tranchée. Aujourd'hui, des différents fournisseurs qu'on peut avoir sur l'équipement, on a une qualification opérative de l'équipement qui correspond à des standards de performance, comme pour l'industrie pharmaceutique, pour d'autres types d'équipements, on est dessus. On a bien des spécifications, nous, qu'on a mis en place au niveau local et qui sont faisables, de vérification que pour une encre spécifiée, on a bien le bon résultat attendu aussi en termes de précision de dose et en termes de profil de dissolution. Et comme ça a été présenté, on peut avoir des systèmes de quality control online, aussi bien en termes de poids ou de capteurs de pression qui vont nous permettre de pouvoir suivre, être sûr que ce qu'on imprime soit bien bon. Au niveau donc du logiciel, c'était vraiment les questions qui étaient posées dessus. Les logiciels, on a fait au moins un audit de 3 fournisseurs, nous à notre niveau, quand on a fait les appels d'offres. 3 d'entre eux ont pu nous répondre qu'ils étaient bien CFR 21, donc compliant. Donc on est bien sur les normes de l'industrie pharmaceutique, on n'a pas de souci à ce niveau-là. On peut avoir des rapports qui sont générés, qui ramènent tous les paramètres précisés avant, donc température d'impression, le poids, le range de pression, le NIR, on n'utilise pas de l'infrarouge, mais ça peut être utilisé dessus. Et on peut avoir une validation au préalable informatisée de tous ces paramètres-là avant de pouvoir libérer nos lots. Au niveau des process de validation, nous on a créé nos propres process de validation qui sont en fait de nettoyage, qui sont exactement basés sur nos unités de chimiothérapie qui sont juste à côté de nos unités de production, donc dessus. La seule chose qui reste à définir, c'était ces problématiques d'encre pharmaceutique, il n'y a pas de monographe. Et sur le produit fini, en fait, il n'y a pas de monographie spécifique, mais en fait, on peut s'adosser en fait, aujourd'hui sur beaucoup de points de la monographie européenne ou de l'USP qui permettent en fait de pouvoir utiliser les tests. Le problème, c'est qu'on va piocher dans différents sous-types de tests pour pouvoir créer une monographie complète à la fin. Et c'est ce qu'il va falloir travailler dessus. Et en termes de reproductibilité, on est bon aussi. Comme l'a présenté Alvaro, celle-là on va passer, mais c'est 2 routes potentielles dessus qu'on avait représentées auprès de l'EMA. Une route A qui fait qu'aujourd'hui, on fait tout de A à Z à notre niveau, ce qui nous bloque en fait en termes de temps de réalisation des projets. Et une route B qui nous permettrait d'avoir des fabricants intermédiaires, mais qui nécessitent une réglementation harmonisée. Un projet donc de ce que nous on fait chez nous et qui était présenté donc justement à l'EMA, c'est qu'on travaille aujourd'hui sur de l'endoxan par voie orale. Pourquoi travailler sur l'endoxan? Parce que tout simplement il a été mis sur la liste de l'OMS comme molécule indispensable à devoir reformuler. C'est un agent alkylant, c'est un B16 classe 1, donc ça répondait aux questions de solubilité puisque l'EMA tique elle aussi sur les B16 classe 2 et 4 pour l'instant. Dessus, il préfère qu'on travaille sur les B16 classe 1 et 3 pour des raisons justement de solubilité. Et les contraintes qu'on avait, c'est que c'est très sensible à l'hydrolyse et à la chaleur, et que ça a un très fort goût métallique aussi en termes de masquage de goût pour la pédiatrie. Aujourd'hui, ce qu'on fait en pratique, c'est on va fabriquer soit des gélules à partir de l'injectable, soit des solutions orales sous forme liquide, mais qui ont comme problématique la solution orale d'avoir un mauvais masquage de goût, c'est pas forcément très bien, mais c'est stable jusqu'à 30 jours. Et les gélules, on les fait en dose standard et pas personnalisée, justement pour des gains de temps, parce qu'on a énormément de patients sous traitement. Et ça nécessite donc d'avoir plusieurs prises par jour pour les patients et de ne pas se tromper pour les parents, ce qui entraîne des risques d'erreur. Donc on s'est dit, pourquoi pas lancer une impression 3D là-dessus. Donc pour ça, on a dû développer en fait totalement nos paramètres dessus. C'est-à-dire qu'on a dû définir tous nos process d'impression. Donc on a dû créer notre produit intermédiaire avec définir ses propriétés rhéologiques et ses textures par rapport à ce qu'on voulait in fine. La température d'impression qu'il fallait que ce soit inférieure à 45 degrés, parce qu'on sait qu'à partir de 45 degrés, pendant plus d'une demi-heure, l'endoxan commence à se dégrader. Être sûr qu'on ait bien nos propriétés microbiologiques de maîtriser et nos propriétés physico-chimiques, surtout sur la propriété stabilité dessus, puisque nous on ne peut pas fabriquer l'encre à chaque fois qu'on en a besoin, mais d'avoir une stabilité au moins de 6 mois, voire d'1 an, pour pouvoir imprimer sur demande quand on a des patients. Sur le produit fini, on a fait donc un plan d'expérience pour pouvoir répondre à ce qu'on voulait, c'est avoir une texture qui reste souple et mâchable pour les enfants, parce que c'est important qu'on ait quelque chose de facilement prenable.
calibrer notre temps de séchage, parce qu'un inconvénient de la semi-solide d'extrusion, c'est que ça prend un petit peu de temps pour sécher, et d'avoir des masses qui soient suffisamment petites et qui répondent à nos besoins. Et après, des paramètres classiques, stabilité, impureté, maîtrise de la dissolution, l'intégration et la microbiologie. Et un dernier point qu'on voulait, c'était que si on doit le solubiliser dans un verre d'eau, on voulait que ce soit dans moins de 5 ml, parce qu'on sait que si on met des gros volumes d'eau, ce ne sera jamais fait et qu'on ne sait pas quelle dose vont recevoir les patients in fine. Donc on créerait un nouveau biais après avoir résolu un. Ce ne serait pas ce qu'on voulait. Donc, voilà un petit peu le schéma global de ce qu'on a dû faire. Donc on est parti de mélange de nos excipients, on a formé un mix entre notre principe actif et nos excipients qu'on a conditionnés en seringue. Donc là-dessus, on va appliquer des caractéristiques de rhéologie, des fermités de teneur. Et enfin, sur notre produit fini, on a défini notre profil de dissolution dessus. Voilà. Et notre endoxant, dans le cas présent, est dispersé et non pas solubilisé. Donc ça nous garantit aussi une meilleure stabilité dans le cas présent. Donc on a dû définir notre propre monographie vu qu'il n'y avait rien. Donc on a créé une monographie Gustave Roussy de notre Pharma Inc. dessus qu'on a proposé. Et on a utilisé pour ça, comme vous pouvez le voir, pratiquement à chaque fois des référentiels de la pharmacopée auxquels on est venu rajouter tout simplement des paramètres de rhéologie dessus, puisque c'est important d'avoir une maîtrise de rhéologie avec un shear rate qui va être maîtrisé pour pouvoir être imprimable sur les paramètres d'impression par la suite. Et dans notre protocole, dans notre printing parameters, on a défini nos paramètres d'impression par la suite pour qu'on puisse avoir une dose entre 5 et 40 mg avec une pression de dose inférieure à 5% en termes de variabilité. Ce que ça donne à la fin, ça nous donnait en fait tous les paramètres que Jean reviendra peut-être dessus, d'impression dessus, qui sont assez simples. Et en fait, on a créé un plan d'impression qui nous permet d'avoir des comprimés qui font 5 x 5 x 3 mm pour les plus petits, jusqu'à 10 mm pour les plus gros, donc vraiment tout petits, dessus, qui font un poids de 50 mg à 400 mg avec une dose de 10% de cyclophosphamide, et qui nous permettent en fait aujourd'hui de pouvoir traiter les patients avec. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, les différentes doses imprimées. Et dessus, en termes de profil, on a utilisé aussi des spécifications dessus liées à la pharmacopée pour pratiquement tous les produits. On est juste venu rajouter un point de désintégration dans de l'eau qu'on voulait tout simplement dans des boîtes de pétri pour avoir en moins de 5 minutes tous les comprimés désintégrés. Et ça marche jusqu'au comprimé de 20 mg. Là, on est plutôt sur du 10 minutes. Donc, on est venu à répondre aux questions en fait, que se posait l'EMA là-dessus, c'est-à-dire qu'on a proposé une réponse qui correspondait aux besoins de l'OMS, aux besoins des cliniciens et des patients. On a pu pouvoir permettre en fait, d'avoir des fabrications qui sont, nous, dans notre cas présent, dans des salles blanches qui sont en ISO 7, puisqu'on est sur des produits isotoxiques et on les a mis en dépression pour pouvoir éviter le risque de contamination à l'extérieur. On a une traçabilité de toutes les étapes, comme dans le process de ce qu'on a pour les essais cliniques. On vient former nos équipes avec une traçabilité de la formation de nos équipes, aussi bien techniciens que pharmaciens. Et on pense que ça pourra être utilisé. On va pouvoir bientôt faire la distribution. Alors en Europe, pas pour l'instant, parce que cette préparation n'est que nationale, mais en tout cas au niveau national, dans 2 autres centres partenaires que sont Grenoble et Rennes. Voilà. La situation aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau européen dessus pour tout ça, c'est qu'on a aujourd'hui, on espère avoir une réglementation qui va bouger un petit peu plus sur quelque chose un peu plus en ligne avec ce que vont proposer les anglo-saxons, c'est-à-dire une GMP-like mais un peu plus modulaire. On est capable d'avoir tous les points de traçabilité comme sur du GMP au niveau local, c'est-à-dire des audits, de la validation de nos lots, aussi bien sur des lots pilotes que après sur des points en vraie vie. On a une libération de nos lots avec un pharmacien qualifié, donc un pharmacien titulaire en cas présent de ce qu'on a mis en place. Et la seule question qui reste, c'est les lieux de fabrication. Nous, on n'est pas en GMP, on est en GMP-like, c'est-à-dire qu'on suit dans la réglementation française, mais on n'a pas fait du GMP encore. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler dessus, mais qui ne l'est pas, qui ne sera pas le cas dans beaucoup de centres. Beaucoup de centres ne peuvent pas le faire. Donc, il faut que cette réglementation puisse s'adapter à ce niveau-là. Et les encres, un statut à définir, intermédiaire ou non. Donc, les discussions finales avec l'EMA, ça a beaucoup avancé, c'est-à-dire qu'ils ont compris le challenge et qu'ils sont vraiment en phase pour nous aider. Ils vont travailler avec nous sur l'évolution de la réglementation pour une nouvelle réglementation qui doit paraître sur la fabrication décentralisée au niveau européen dans 3 ans. Donc on est vraiment partenaire avec eux pour pouvoir faire évoluer ça. Et j'étais en ligne avec eux ce matin encore sur le fait de devoir
développer donc, ces monographies. Donc une monographie va devoir passer par le DQM, donc, qui s'occupe de la qualité des produits. On va donc travailler plutôt sur la création d'un chapitre général sur l'impression 3D, avec justement aller piocher sur les tests à faire dans les tests déjà réalisés. Et cette démarche est déjà en cours. La prochaine étape est là, un point entre la pharmacopée française et le DQM, d'ici fin mai, pour pouvoir débuter ces discussions-là. Il restera après une question qui était un peu soulevée tout à l'heure, c'était la question de la pharmacologie et de la bioéquivalence. On ne pourra pas faire d'études de PK pour tous les produits, c'est illusoire. Donc, il va falloir créer quelque chose de nouveau là aussi. Est-ce que des data animales sont suffisantes? Parce que vouloir faire de la PK sur des produits qui sont plus commercialisés, pour certains, le principe de base, certaines fois, n'est même plus sur le marché. Donc, on va se comparer à quoi? Un générique qui a déjà 15% d'écart par rapport au princeps? Ça n'a pas de sens. Donc, il y a un vrai challenge là-dessus et nécessité de revoir ça. En tout cas, il y a cette démarche-là et on a un rendez-vous, en tout cas avec le PDCO à mon niveau, donc le Pediatric Committee au niveau européen, justement pour ces maladies rares, ces besoins pédiatriques sur lesquels on ne pourra pas générer de PK. Qu'est-ce que vont être les besoins nécessaires pour le faire? Moi, j'ai proposé, on n'est pas tous forcément d'accord à ce niveau-là, mais en tout cas, au moins d'avoir de la PK animale. Quel modèle? Comment faire? C'est les questions qui vont être soulevées. Voilà, un petit peu. Donc, nous, on proposait à la fin de pouvoir, un petit peu comme la monographie US, avoir une monographie sur les performances des produits et non pas sur les qualités des produits à la fin. C'est un petit peu ce qui est fait aussi pour tout ce qui est fabrication, donc d'ATMP, donc tout ce qui est thérapie cellulaire sur les points de fabrication. On valide le process plus que le produit en tant que tel. Et pareil pour les produits radiopharmaceutiques qui sont fabriqués dans les centres. On valide là aussi un process plutôt que le produit. Et on pense que ces deux réglementations devraient s'appliquer sur l'impression 3D. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Un autre exemple d'application, c'était nos pédiatres. Quand on est venu parler d'impression 3D, l'autre projet qu'ils nous ont demandé, c'était est-ce que vous pouvez travailler sur le Bactrim? Le Bactrim, c'est une association de sulfaméthoxazole, triméthoprim. On a dit, mais pourquoi? Ils ont dit, les tablettes, ils ne les prennent pas, donc les comprimés, ils ne les prennent pas, ils sont trop gros. Et la suspension buvable, elle est juste immonde. On a dit, c'est pas possible, c'est utilisé depuis des années. J'ai goûté, je vous confirme, c'est vraiment pas bon. C'est amer, ça a un goût métallique qui reste dans la bouche une fois que vous l'avez pris. Et en fait, les patients ne le prennent pas. Ils en ont, vous imaginez, en cancérologie pendant tout le temps de leur traitement. Aujourd'hui, un traitement en oncologie pédiatrique, c'est entre 1 an et 4 ans de traitement. Donc pendant 1 an à 4 ans, à prendre ce traitement-là de manière chronique, c'est un vrai enjeu. Et nous, on a 2 patients sur Gustave Roussy sur les 5 dernières années qui sont décédés malheureusement d'infection. Donc le traitement de l'infection, c'est un risque de rechute et un risque de retard. Ça, c'est le travail d'un de nos étudiants qui a mis le projet en place dessus. Tout est résumé là. On va voir un petit peu plus en détail ce que ça donne, mais c'est-à-dire qu'on est venu à travailler sur l'impression 3D pour essayer de masquer le goût et la caractérisation en collaboration avec la fac. L'impression 3D, comme a dit Alvaro, c'est aussi bien l'utilisation en pratique que des collaborations entre les universités et les hôpitaux qui doivent être renforcées. Voilà un petit peu le process qu'on a dû mettre en place entre la frontière, entre la partie R&D classique, on va dire, ce qui va être fait tout simplement pour la publication de manière classique, c'est-à-dire on fait une formulation, on vient vérifier ce que ça donne et autres, et toutes les parties caractéristiques qu'on va devoir vérifier pour pouvoir utiliser en vraie vie, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien reproductible sur plusieurs lots, plusieurs utilisateurs, dans le temps, combien de temps est stable notre paramètre d'impression, est-ce qu'on peut réimprimer après avoir chauffé, si ça doit être utilisé ou autre, toutes ces questions-là qui se posent. On a dû y répondre pour ce travail qui vient d'être publié dans l'Association Pharmaceutics de mon étudiant récemment. Donc on a dû venir à vérifier qu'on n'avait pas de dégradation à défaut de faire les tests dessus, c'était de pouvoir montrer qu'on n'avait pas de risque d'altérer. Bon, on a de la chance, nos molécules, dans le cas présent, étaient extrêmement stables, pas trop de risques. On a dû utiliser énormément d'agents, comme on le verra dans la formulation. On a dû utiliser différents agents sucrants, des agents masquants de goût, des agents de remplissage pour pouvoir avoir la rhéologie attendue, parce que c'était beaucoup plus compliqué que prévu de travailler dessus. Et on est venu à disperser en fait dessus, quand on regarde dessus, on est venu à disperser en fait nos agents pour pouvoir avoir en fait en imagerie nos 2 produits, donc qui restent à l'état comme dans la suspension buvable. On a la même caractéristique de la suspension buvable, la même taille de particules que s'en trouve dans la suspension buvable. Et comment ça marche? Ça marche comme ça un petit peu. On a fait une petite vidéo avec la com de Gustave Roussy, c'est-à-dire que sur notre imprimante, on va choisir nos doses
on va venir imprimer, on va faire ça. À défaut d'une vidéo promotionnelle, c'est vraiment ce qui se passe en vraie vie. Donc Stéphanie, qui est notre interne, qui bosse avec nous dessus, on va venir choisir les doses. Donc, on les avait malheureusement calibrés en poids et non pas en dose attendue. Donc 730 mg correspond à des gummies de 200 mg de Bactrim. Donc voilà. Donc après, on vient déposer selon le plan qu'on est venu à designer couche par couche en fait dessus. On a un temps de séchage qui est de 6 heures sur cette formulation-là. Donc on vient imprimer dessus le matin et le soir, en fait, les techniciens viennent conditionner en fin de journée tout simplement ce qui est imprimé. Donc là, on peut imprimer, on a un pledge, on a une zone qui est définie en termes de précision de dose qui va de 100 à 400 mg, donc qui correspondent aux différents ajustements de doses pédiatriques. Donc on vient les laisser, en fait, on enlève directement les plaques une fois qu'on a imprimé. Et après, on vient tout simplement à conditionner. Et à la fin, on garde en fait la texture souple dessus et chewable pendant plus de 3 mois post-impression, à condition de les conserver au frigo, ou 1 mois une fois qu'ils sont sortis une fois qu'ils sont conservés à température ambiante. Donc, le premier prototype, ça nous a pris 4 mois pour le développer, donc c'est assez rapide, on était plutôt content dessus. Et on a fait tester les premiers patients donc là-dessus en septembre. Et autour des premiers patients, c'est bon, bah, c'est bien ce que vous avez fait, les gars, mais c'est quand même mieux que la suspension buvable, mais le masquage de goût, c'est pas top. On avait galéré beaucoup pour le masquage de goût, on avait dû choisir la menthe. La menthe, c'est très clivant en pédiatrie. Il y a une partie de la population qui adore, l'autre qui n'aime pas dessus. Et ils nous ont dit, bah, est-ce que vous pouvez quand même améliorer? Donc, on s'est dit, OK, on va voir ce qu'on peut faire. On s'est dit, bah, déjà, on va essayer de séparer les deux principes actifs, on va les avoir ensemble, on va essayer de les séparer, parce qu'on a trouvé une vieille publication japonaise qui montrait que, en fait, c'était la colocalisation des deux principes actifs en suspension au niveau des récepteurs papillaires qui était responsable du mauvais goût, qui augmentait le mauvais goût. C'est vrai que quand on testait individuellement les deux principes actifs, plusieurs arômes marchaient pour pouvoir masquer le goût. On s'est dit, OK, pourquoi pas, et on va essayer d'augmenter au passage, en séparant la concentration pour pouvoir voir si on peut faire mieux. Et puis, puisque je suis parisien, on s'est dit, on va essayer d'imprimer ça comme un macaron, en faisant tout simplement séparant nos deux actifs, c'est-à-dire on va mettre le principe actif qui est le moins mauvais des deux à l'extérieur pour diminuer la surface de contact, et le plus mauvais au milieu. Et en pratique, bah, ça marche plutôt pas mal. Donc, on a réussi à créer en fait ces comprimés à 200 mg. On arrive à faire du 400 mg aujourd'hui, c'est-à-dire une prise comme ce qui est donné chez les patients. Et on l'utilise en routine depuis le mois de mars dessus. On a dû travailler beaucoup avec les équipes d'Alvaro sur des modifications pour l'utiliser en vraie vie. Donc, une impression avec les 3 couches en simultané pour avoir des doses similaires. Maintenant, ça marche plutôt bien. Et on a changé le goût. On est passé de la menthe à du cola pour pouvoir masquer le goût pour les patients. En termes de reproductibilité, on garde une reproductibilité de dose qui est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'on avait des CV qui étaient de l'ordre de 1% quand on était en monocouche, c'est-à-dire avec les 2 encres mélangées. On est sur des CV un petit peu plus importants dessus, c'est-à-dire qu'on a 1% à 2% de variation sur nos autres médicaments. Et on a une petite dérive sur le triméthoprim et le sulfaméthoxazole qu'on n'arrive pas à corriger sur les plans d'impression. Donc, on va plutôt travailler sur la concentration de nos drogues, c'est-à-dire changer. On a 1% en fait de trop d'un côté et 1% de moins de l'autre. Il faut qu'on réajuste nos concentrations puisqu'on a ce biais de manière répétable. Le biais est toujours le même. On sait qu'on a 103% d'un côté et 98% de l'autre. Donc, on sait qu'on peut corriger facilement ce petit biais dans la vraie vie. Voilà. En conclusion, l'impression 3D, c'est aujourd'hui un point majeur de tournant entre le laboratoire, en train de sortir du laboratoire pour passer en vraie vie. L'implémentation se fait avec des process qui sont de plus en plus standardisés, avec des centres experts qui arrivent à pouvoir l'implémenter. Ça marche plutôt bien. On est en train de vraiment définir la qualité et les processus pour pouvoir l'utiliser. Et on a besoin aujourd'hui de collaboration entre 3 types de personnes qui vont devoir travailler vraiment ensemble, main dans la main pour ça. Les pharmaciens cliniciens et puis les médecins pour définir le besoin. Le pharmacien hospitalier pour toute la partie réglementation, implémentation et réalisation en vraie vie. Et les chercheurs, côté galénique, pour pouvoir proposer des solutions adaptées, pas forcément la solution la plus sexy, mais la plus pratique, la plus pragmatique, pour pouvoir vraiment apporter des solutions aux patients. Et on arrive vraiment, en travaillant tous ensemble, ce qu'on a pu faire nous, sur nos projets, à vraiment des solutions assez innovantes et assez rapides. Voilà. Ce travail, c'est un travail collaboratif, hein, c'est aussi bien nos pédiatres que tous ceux qui travaillent avec moi dans le département dessus, que la faculté dessus, que les équipes de requête sur leurs excipients et qui ont travaillé beaucoup sur la partie Bactrim,
que Alvaro, sa partie soft et ses équipes, pour pouvoir faire évoluer le soft de l'imprimante, pour nous accompagner sur nos projets. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat, mais moi j'en ai une. Je me demande combien de patients sont traités annuellement par impression 3D. Est-ce que c'est un gros volume? Ça reste un petit volume. Aujourd'hui, sur le cyclophosphamide, on en est à 4 patients au fur et à mesure. On a 36 patients en cours de traitement sur ça aussi. On a comme objectif de les passer tous au fur et à mesure. Dessus, c'est un nouveau patient rentre dessus sous traitement. Avec leur feedback, on a pu choisir et améliorer. Par exemple, on était parti sur un arôme assez neutre au début. Les retours étaient assez, le goût était métallique trop fort. On a travaillé avec des équipes de panélistes pour le goût, justement partenaires avec l'industrie. On a découvert qu'un mélange mangue et vanille, pas du tout intuitif à la base par rapport à ce qu'ont pu décrire les patients, marchait plutôt bien. Depuis qu'on est passé là-dessus, ça marche très bien. Ça marche d'autant mieux sous la forme quand ils sont solubilisés parce que l'arôme prend plus de force de goût que sur ceux à mâcher. Donc pour ceux à mâcher, on va retravailler dessus là actuellement pour faire la même chose qu'on avait sur le Bactrim, mettre une couche en fait neutre de sucre au-dessus et en dessous. Et on a fait pour l'instant qu'un patient dessus pour avoir son feedback. Le feedback est excellent, il dit ça change tout. Donc là, on est en train de recalibrer le process pour le passer complètement routine là d'ici peu. Donc voilà. Pour le Bactrim, c'est plus long en termes d'impression. Comme a dit Alvaro, ça nous prend à peu près 1 minute 30 d'impression par gummise. Alors c'est long et pas long en même temps. Le plus gros souci qu'on a, c'est plutôt que ce sont des gros volumes. Et qu'aujourd'hui, l'encre, l'imprimante, elle est en autonomie sur le Bactrim que pour 1 heure. C'est-à-dire que toutes les heures, le technicien doit bien la décharger et la recharger. Donc ça, c'est aujourd'hui un des biais qu'on a, qui est plus ce biais-là de frein, qui est d'avoir une imprimante qui soit capable d'aller plus loin en termes d'autonomie, nous freine. Donc aujourd'hui, on est sur ces deux produits-là. On va être sur à peu près une 50aine de patients par an en termes de traitement, ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Il faut choisir l'impression 3D pour des besoins spécifiques. On ne va pas passer tous nos patients Bactrim sous la forme imprimée. On passe les patients qui, on a testé les comprimés, ça ne marche pas. On a testé le sirop, ça ne marche pas. On leur propose ça en dernière alternative. Ça reste une nouvelle arme dans la salle thérapeutique. On ne vient pas proposer ça pour tous les patients d'entrée de jeu. On choisit vraiment les projets en fonction du besoin et on transforme certaines de nos préparations, pas d'autres, parce que certaines répondent vraiment bien aux besoins. D'autres, on sait qu'elles sont à améliorer, donc il faut vraiment choisir où est-ce qu'on le met en place. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Stéphanie? Mais justement, en termes d'organisation des soins, comment ça se passe? Est-ce que c'est, en fait, la demande? Parce que, de un, je peux imaginer s'il y a des patients qui voient que l'enfant à côté a des gommises, puis eux, ils n'en ont pas, ils peuvent faire la demande. Les familles aussi. Les médecins, évidemment, vont être emballés. Donc, quel est le processus à l'intérieur pour faire le tri dans les demandes prioritaires et ce qui est réaliste aussi? C'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'au début, on avait développé le Bactrim pour les petits, c'est pour ça qu'on a fait des gummies à 100 et 200 mg. Sauf qu'en fait, ce sont les grands de la salle d'à côté qui l'ont vu, qui ont été intéressés, d'où le besoin de développer les 400 mg très rapidement. Ce qui n'était pas faisable, c'était beaucoup trop gros pour la première formulation, c'était faisable, mais ce n'était pas adapté. Donc on a dû retravailler ça par rapport à ça. C'est malheureusement la vraie vie, on ne choisit pas forcément comment viennent les problématiques dans la vraie vie, on s'adapte. C'est le côté hospitalier, c'était pas ce qui était prévu, c'était pas ce qu'on voulait faire, c'est pas grave, on va chercher une solution, comme l'a dit Alvaro, c'est toujours trouver la solution la plus adaptée aux besoins des patients. L'objectif, c'est l'observance. Ça reste toujours la clé de notre approche, c'est le patient doit être observant, on doit lui apporter une solution. Donc, même si la solution n'est pas parfaite, on doit y aller. Et donc, les priorités, c'est les infirmières savent parfois que ça ne va pas. Alors, on remonte au médecin ou on nous appelle directement parce qu'on est assez proche. Nous, c'est du monobloc, un petit peu comme ce que vous avez. La pharmacie est au -1, malheureusement, on est au sous-sol. La billetterie est au 9e. L'ascenseur va vite entre les deux. Donc, parfois, elle passe nous voir, parfois, elle nous appelle. Ils disent, viens voir, on a un souci. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment on peut faire? Et on discute avec eux, on voit quel projet on peut faire, on discute avec les médecins, savoir si c'est 1 ou 2 patients. Pour 1 ou 2 patients, notre approche va être pas forcément la même que, en fait, non, on a 20 patients potentiellement sous le problème, donc il faut que la solution soit beaucoup plus, on va dire, simple en termes de volumétrie d'impression. Donc il faut choisir en fonction des besoins. Merci beaucoup. On peut probablement passer à Jean maintenant. Je souhaite une clé USB pour ce là.
Donc, notre dernier présentateur, c'est Jean Laverdière. Jean est pharmacien, ici du PharmD de l'Université de Montréal. Et il est présentement doctorant. Il travaille d'ailleurs sur l'impression 3D, c'est ce qu'il va nous présenter. Et en plus de son travail de doctorant, il continue d'avoir des activités de pharmacien communautaire, ce qui lui permet aussi de rester au contact des besoins des patients. Jean a travaillé avec Faberix à développer une formulation pour l'hydroxyurée, et c'est ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Gaël. Merci à tous d'être là. Merci aussi à nos deux premiers présentateurs. J'ai la lourde tâche de vous garder intéressés après ces deux excellentes présentations, mais je vous promets de faire de mon mieux. Comme le disait Gaël, je m'appelle Jean, pharmacien étudiant au PhD aussi à l'Université de Montréal. Puis je vais vous parler de ce qui m'a occupé dans la dernière année à peu près, qui était le développement d'une formulation imprimante 3D pour de l'hydroxyurée. Si pendant la présentation vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Bref, plan de la présentation, je compte vous parler un peu de tout le développement de cette formulation-là, puis je vais conclure avec où est-ce qu'on s'en va dans le futur, où est-ce qu'on en est en ce moment, puis ce qui est à faire ensuite pour peut-être voir ça en clinique un jour. Donc l'hydroxyurée, une toute petite molécule qui est utilisée depuis très 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 longtemps. Un groupement hydroxyle avec une molécule d'urée, ça nous donne l'hydroxyurée. C'est utilisé en anémie falciforme, qui est une des maladies génétiques les plus fréquentes au monde. C'est indiqué depuis 2014, c'était utilisé depuis longtemps avant ça, chez les patients de 9 à 12 mois qui sont atteints d'anémie falciforme. C'est un traitement qu'on donne à tous les jours pour souvent le reste de leur vie. C'est aussi utilisé pour traiter certains cancers, notamment certaines leucémies, des cancers de la tête, du cou, etc. Puis le problème, les mécanismes sont encore peu compris pour l'hydroxyurée, puis il y en a beaucoup. Celui qu'on aime pour l'anémie falciforme, si on veut, c'est l'augmentation des taux d'hémoglobine fétale. L'anémie falciforme, c'est une maladie où nos globules rouges sont mal formés, ce qui fait qu'ils souvent bloquent nos vaisseaux sanguins, les petits. Ça fait des dommages aux organes, ça fait des lourdes douleurs. Puis le fait d'augmenter les taux d'hémoglobine fétale prévient beaucoup de ces symptômes-là. Puis le problème avec l'hydroxyurée, c'est que, du moins au Canada, c'est seulement disponible en capsules de 500 mg. C'est des assez grosses capsules. Puis c'est un médicament qu'on doit ajuster au poids. On l'ajuste aussi selon les effets secondaires, selon l'efficacité voulue, ce qui fait qu'on finit par donner rarement ou presque des capsules de 500 mg, surtout chez les enfants. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on ouvre les capsules une à une, on réduit la poudre au mortipilon, puis on mélange ça à un véhicule liquide, souvent quelque chose qui ressemble à de l'Orablène ou des préparations du genre. Mais le problème avec ça, c'est probablement que les enfants les détestent. On en a parlé assez en long et en large tout à l'heure. Un autre problème avec cette préparation-là, c'est que l'hydroxyurée, c'est un médicament qui est sur la liste des NIOSH. Donc, c'est un médicament cytotoxique. Manipuler ce médicament-là, surtout réduire sa poudre au mortipilon, ouvrir les capsules, tout ça, c'est pas idéal. Pour les parents qui reçoivent ces liquides-là, c'est pas idéal non plus. Ils peuvent être exposés en ayant à manipuler les doses pour leur enfant. Ce qui fait que en 2024, fin 2024, Santé Canada a émis une liste nationale des médicaments pédiatriques prioritaires. Puis sur cette liste-là, il y a une sous-section où il énumère des médicaments pour lesquels une forme adaptée à la pédiatrie est nécessaire. Puis l'hydroxyurée s'y trouve. C'est ça qui nous a poussé un peu à voir comment est-ce que l'impression 3D pourrait améliorer la préparation puis les traitements d'hydroxyurée chez nos patients. Puis si on fait une forme imprimée en 3D, est-ce que c'est toujours sécuritaire? Est-ce que c'est toujours efficace? On en a déjà parlé des grands types d'impression 3D qui sont utilisés en pratique. La première question qu'on s'est posée, c'est quelle technique est la plus adaptée à notre médicament? Je vais passer rapidement, là. On s'en est déjà parlé, mais la modélisation des dépôts fondus, on avait dit que c'était la plus précise, mais difficile à travailler parce que le filament est dur à formuler, puis on travaille avec des températures très élevées.
L'extrusion semi-solide, c'est celle qui est utilisée, qu'on vient de vous présenter, qu'ils font à Gustave Roussy, avec une encre pharmaceutique gélatineuse, un peu comme des gommis. Puis la troisième, c'est l'extrusion directe de poudre, où on travaille de la poudre directement, pour laquelle la formulation peut être compliquée, mais quand on chauffe assez, le mélange de poudre devient assez malléable pour imprimer finalement. Donc on voulait quelque chose qui soit adapté au contexte hospitalier, à notre molécule et aux enfants aussi. Ce qui nous est resté, c'est l'extrusion semi-solide. Je pense que vous vous y attendiez un petit peu. En hôpital, en pratique, c'est le plus simple à utiliser. Pour les enfants, avoir des gommis, c'est l'idéal. Puis pour notre molécule hydroxyrée, c'est quelque chose qui se dégrade quand même assez facilement quand on chauffe. À peu près à 70-80 degrés Celsius, il y a de la dégradation. On voulait quelque chose qui se travaillait à température basse. Puis l'extrusion semi-solide, c'était le candidat parfait pour ça. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est quelle dose est-ce qu'on veut travailler? On est allé voir à Sainte-Justine quelle dose est-ce qu'ils donnent à leurs patients en anémie falciforme. Puis dans la dernière année, 92% des doses étaient entre 200 et 600 mg. Puis c'est cette fenêtre-là sur laquelle on a décidé de se concentrer. Puis on voulait être capable d'imprimer n'importe quelle dose finalement dans cet intervalle-là. On s'est intéressé ensuite aux agents gélateurs. Pour avoir des gommis, il faut travailler ce genre d'agents-là, que ce soit de la gélatine, de l'agar, des gommes, la pectine, etc. Je vous épargne les détails de rhéologie puis d'agents gélateurs, mais en gros, c'est des agents qui, quand on les chauffe, changent de conformation puis englobent les molécules de liquide. Puis c'est ça qui donne un peu l'aspect gélatineux. Fait qu'on s'est demandé quel agent était le plus adapté à notre molécule, puis à ce qu'on voulait faire avec tout ça. Puis celui qui est resté, c'est une pectine, pectine HM. HM, c'est pour un taux de méthoxylation élevé. Puis ce qui est particulier avec cette pectine-là, c'est que ça nous permettait de ne pas avoir à chauffer l'hydroxyurée dans la préparation. Juste pour vous donner un aperçu rapide de ce qu'on fait, on mélange tous nos excipients ensemble dans un mortier pilon sans l'hydroxyurée. Donc sucre, pectine, etc. Tout ça s'en va dans un mortier pilon, on mélange ça, on ajoute tout ça à de l'eau avec nos sucres. On chauffe à 70-80 degrés, ça permet d'activer la pectine. Donc le mélange à ce moment-là devient un peu plus visqueux, mais c'est pas la composition finale du mélange, c'est pas vraiment le gel final qu'on aurait. On laisse reposer à température pièce, puis c'est là qu'on ajoute l'hydroxyurée. On peut ajouter colorant saveur aussi à ce moment-là. Puis ce qui fait que cette pectine-là est spéciale, puis qu'on l'a choisie, c'est que sa gélation complète, si on veut, ou le fait qu'elle prenne, puis qu'elle prenne la structure finale qu'on désirait, c'était l'ajout d'acide. Cette pectine-là est sensible au pH, puis le fait d'ajouter de l'acide, c'est ça qui faisait prendre la pectine. Donc on pouvait l'activer, ajouter notre hydroxyurée ensuite à température pièce, ajouter l'acide, sans jamais avoir à chauffer l'hydroxyurée. Puis c'est ce qui nous donnait les imprimés que je vous montre ici. Là, ils sont à 30% d'hydroxyurée, puis la température d'impression, c'est 50 degrés Celsius. Donc, à gauche, vous avez sans colorant ni saveur, à droite, avec. Puis on a de 600 à 200 mg pour chacune des couleurs. Fait que la question qu'on s'est demandé, c'est est-ce que ce processus-là a un impact sur la quantité d'hydroxyurée qu'on a dans le mélange final? Est-ce que c'est encore de l'hydroxyurée aussi? Donc on a pris l'essai USP des capsules d'hydroxyurée. L'USP, la United States Pharmacopoeia, englobe un peu ce genre d'essai-là. Ils prescrivent des tests d'uniformité de contenu notamment. Pour que justement l'industrie puisse s'assurer qu'ils ont le bon médicament en bonne quantité. On a repris ce test-là pour les capsules d'hydroxyurée, puis on l'a fait avec nos teneurs de 200, de 400 et de 600 mg. On voulait s'assurer qu'à travers tout notre intervalle de dosage, on restait précis. Puis l'USP demande à ce qu'on calcule une valeur d'acceptation avec nos résultats de concentration. Je vous épargne les détails de ce calcul-là, mais dans le fond, il demande que ce soit en dessous de 15%. Puis ce calcul-là se fait avec 10 unités de chaque teneur. Donc on avait 10 de 200, 10 de 400, 10 de 600. Puis les résultats, je vous les montre ici. En vert à droite, les valeurs d'acceptation sont toutes en dessous de 15%. On était entre 110 et 90% d'hydroxyurée dans tous les cas.
On s'est ensuite demandé, l'USP demande aussi des tests de dissolution. On veut savoir finalement, est-ce qu'on a encore une libération immédiate de notre hydroxyurée ou non? Idéalement, oui, parce que si c'est pas le cas, ça pourrait changer la pharmacocinétique puis même l'effet du médicament. Donc, il demande à ce que qu'au moins 80% de l'hydroxyurée soit dissoute en 30 minutes dans de l'eau. Donc, on a fait ce test-là avec les 200, les 400 et les 600 encore une fois. Puis on a été un peu plus loin. Je pense que vous savez tous que dans notre estomac, c'est pas que de l'eau. Et c'est beaucoup plus acide que ça. Puis je vous parlais que la pectine, elle, durcit en milieu acide. Donc on s'inquiétait peut-être un peu à savoir est-ce que la libération est plus lente, puis est-ce que ça pourrait affecter l'effet du médicament en bout de ligne. Donc on l'a testé dans le milieu acide aussi, à pH 1, semblable à ce qu'on aurait dans notre estomac. Ici, je vous présente le résultat dans l'eau, ce qui était le test USP finalement. On a 80% de la libération un tout petit peu plus de 20 minutes. Donc, on est en dessous du 30 minutes. Le test est réussi pour les 3 teneurs. Quand on est allé dans l'acide, par contre, c'est un peu ce à quoi on s'attendait d'ailleurs, la libération est beaucoup plus lente. 80% de la libération se fait juste en dessous de 75 minutes. Ça nous a quand même pas empêché d'aller tester ça chez le chien. Donc, on a pris 3 chiens chez qui on a administré notre imprimé d'hydroxyurée, une dose unique. On a fait 9 prélèvements sanguins sur 24 heures pour voir c'était quoi les concentrations d'hydroxyurée que ces chiens-là avaient dans leur sang. On a attendu 7 jours, puis on a répété le même test avec les mêmes chiens, mais cette fois-ci avec la formulation liquide qui est préparée en hôpital de routine, pour voir finalement est-ce qu'on est comparable à ce qui se fait en pratique réellement en ce moment. Puis je vous montre les résultats ici. Ça, c'est les profils de l'imprimé versus la suspension. On a une biodisponibilité relative de 97% pour nos imprimés. On atteint une concentration maximale de 96% par rapport à ce qui est de la suspension. Fait que pour nous, c'était super, super encourageant. Ceux qui font beaucoup de pharmacocinétique sauront qu'on aime montrer tout ça en format logarithme pour voir que finalement, l'élimination du médicament dans les 2 cas se fait à la même vitesse, finalement. Puis, pour conclure avec tout ça, on s'est dit, pour que ça ait une certaine valeur en pratique, il faut que ça soit stable, au moins 3 mois. Donc, on a pris nos imprimés, on a pris l'encre pharmaceutique aussi, puis on a regardé sur 90 jours avec des time points à tous les mois, quelle concentration d'hydroxyurée est-ce qu'il nous restait dans nos imprimés, dans notre encre. Puis on a aussi répété le test de dissolution, parce qu'on s'était inquiété par rapport au fait que peut-être la pectine durcirait beaucoup, et que ça changerait la vitesse de libération. Puis ça s'est fait à température pièce. Pas besoin de garder ce genre de formulation-là au frigo. Puis je vous montre les résultats ici rapidement. Sur 90 jours, le contenu d'hydroxyurée dans nos imprimés change presque pas. Ça reste de l'hydroxyurée dans la même quantité. Puis la libération à 30 minutes du médicament est de 100%, même après 90 jours. Pour nous, c'était super encourageant. Reste que, puis on l'a vu dans la dernière présentation, il reste encore du contrôle qualité à faire. Tout ce qui est stabilité microbiologique, ce genre de choses-là. On n'y est pas encore, ça s'en vient. Comme Gaël le disait, je commence mon PhD, j'ai commencé la semaine dernière. Donc j'ai encore quelques années devant moi pour travailler tout ça. Mais je voulais peut-être glisser un mot sur, en pratique, ici, ça a l'air de quoi ce monde-là de l'impression 3D finalement. Au Québec, au Canada, il y a 2 grandes façons, si on veut, de fabriquer des médicaments. La première, c'est la fabrication conventionnelle, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc eux, ils ont besoin de conformité de GMP, ils ont des standards super élevés de qualité qu'ils doivent respecter. C'est les médicaments qu'on peut acheter à la pharmacie en comprimé finalement. Puis on a aussi les préparations magistrales. Quand l'industrie n'est pas capable de répondre à certains besoins, on se tourne vers les préparations magistrales où le pharmacien a une prescription, puis il prépare un médicament pour un patient en particulier. Puis ça, c'est encadré par l'OPQ, qui est l'Ordre des pharmaciens du Québec. C'est eux qui mettent un peu les balises sur le contrôle qualité qu'il faut faire avec tout ça. Puis c'est loin de ce qu'on fait en industrie pharmaceutique, finalement, ce contrôle qualité-là. C'est surtout des inspections visuelles des procédés. Le pharmacien est là pour regarder le produit final, puis certaines étapes critiques du processus.
Puis l'impression 3D, je pense qu'elle se trouve un peu au milieu de tout ça. C'est pas de, c'est peut-être beaucoup plus proche des préparations magistrales, mais reste qu'on est quand même capable de faire du contrôle qualité qui est beaucoup plus pertinent que ce qu'on fait en ce moment avec les magistrales. Euh, je glisse un mot sur le Spritam, puis vous allez comprendre pourquoi. On me disait que c'était un médicament qui avait été approuvé par la FDA qui était imprimé en 3D. Ça a été approuvé en 2015. Fait que c'est fabriqué en industrie. Euh, Puis depuis ce temps-là, à ce que je sache, peut-être qu'il y en a eu un autre, c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres médicaments qui ont été approuvés par la FDA en impression 3D. Euh, Puis c'est peut-être la raison pour laquelle justement ça se prête mieux au magistral, c'est que les avantages de l'impression 3D sont beaucoup plus pertinents quand on traite de magistral puis qu'on traite un patient en particulier. Ça reste de la médecine de précision. Si on produit en masse comme ça, oui, pour certains médicaments, ça peut avoir une valeur, mais les avantages sont peut-être moindres. C'est peut-être ce qui explique aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de grands médicaments approuvés par la FDA imprimés en 3D. Euh, Cette liste dont je vous parlais au tout début des médicaments pour lesquels une forme adaptée à la pédiatrie est requise, il y avait l'hydroxyurie, mais il y en a 25 autres aussi sur cette liste-là. Puis c'est ce sur quoi on compte travailler, notamment comme premier point d'entrée durant mon PhD. Puis la raison pour laquelle ces médicaments-là sont sur cette liste-là, c'est probablement pour une question d'observance. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. Euh, Entre prendre un liquide ou prendre des comprimés ou des imprimés qui ressemblent à ça, souvent pour les enfants, le choix est facile. La possibilité aussi de combiner plusieurs médicaments dans un même imprimé, ça peut grandement améliorer l'observance de certains traitements. Euh, Ensuite, il y a parfois une question de sécurité. Je vous avais dit que l'hydroxyurée, c'est pas idéal à manipuler. Puis c'est même ça qui a été le premier point décideur qui a fait qu'on a travaillé sur l'hydroxyurée, c'est que les préparateurs sont exposés à l'hydroxyurée quand ils la préparent. Puis les patients, ben, les parents ou les infirmières, tout ça, ont à manipuler des liquides, mesurer des doses, etc. Ils sont exposés à des médicaments cytotoxiques. Avec l'impression 3D, l'exposition est moindre. On est capable de pré-remplir des seringues, comme on montrait tout à l'heure, puis les manipulateurs touchent presque pas aux médicaments, finalement. On pourrait même imprimer dans je l'ai mis en bas à droite ici, des dispiles, si on veut. On pourrait programmer l'imprimante pour ce qu'elle imprime directement dans ce genre de contenant-là, puis on pourrait donner ça aux patients directement. Euh, Puis le contrôle qualité aussi, parce qu'il y a une question de précision aussi pour certains médicaments. Les magistrales, on en a parlé un petit peu, c'est pas ce qu'il y a de plus précis en termes de quantité de médicaments. Des fois, on sait pas trop quelle quantité on donne. En impression 3D, il y a tout un contrôle qualité qui se fait. Il y a une optimisation de l'impression, premièrement. Alvaro, on avait glissé un mot. On regarde vraiment les propriétés rhéologiques de nos préparations, puis on s'assure que la quantité de médicaments qui sort de la seringue est uniforme. Fait qu'il y a toute cette optimisation-là qui se fait sur nos préparations. Il y a aussi le contrôle de qualité avec la balance, avec un appareil photo, mais qui est mélangé à de l'IA, qui fait qu'on peut vraiment avoir un suivi des préparations qu'on fait, ce qui est beaucoup plus étoffé que ce qu'on fait en ce moment en magistral. Euh, Puis la façon dont on le voyait, c'est un peu ce qu'on a présenté avec Gustave Roussy. Il y a moyen de faire ces préparations-là en hôpital. On pourrait remplir des seringues, faire tout le contrôle qualité sur les seringues. Ça viendrait avec un mode d'emploi, si on veut. Puis ça serait envoyé aux hôpitaux. Parce que bref, les hôpitaux peuvent le faire eux-mêmes, mais on pourrait avoir un hôpital central ou des préparations centralisées qui envoient ça à d'autres hôpitaux. Ça viendrait justement avec le mode d'emploi optimisé, etc. On aurait juste à mettre la seringue, mettre ça dans l'imprimante, appuyer sur deux, trois boutons, choisir nos doses. Puis le pharmacien pourrait faire un contrôle qualité visuel comme il fait en ce moment, mais il y aurait aussi le poids de chaque imprimé. Euh, il pourrait même avoir les concentrations des médicaments avec l'infrarouge dont on parlait un peu au début. Puis, ce, ce- ce- ça viendrait avec un certificat d'analyse sur les encres, finalement, où on saurait que l'encre est concentrée à telle dose. Euh, on a fait des études de stabilité microbio, etc.
Puis ça pourrait être aussi utile pour des essais cliniques où on veut préparer des petites, moyennes quantités de médicaments, on veut pouvoir s'adapter rapidement. Donc voilà, je pense que ça conclut ce dont je voulais vous parler. Pour l'hydroxurée, comme je disais, il reste du travail à faire. Puis on va continuer à travailler sur d'autres médicaments. Je voulais aussi prendre un peu de temps pour avoir votre avis. Je vous disais que je commence le doctorat là-dessus. J'aimerais savoir s'il y a des molécules que vous jugez pertinentes, qui seraient intéressantes à travailler. Si vous pouvez me dire rapidement pourquoi, ça pourrait être super. Ça pourrait vraiment nous enligner sur ce qu'on veut faire. Parce que comme on le disait un peu au début, on veut s'aligner avec les besoins pratiques finalement. On veut pas juste faire des solutions qui ont l'air cool sur papier, qui sont belles, puis tout ça. On veut des trucs qui soient applicables en pratique. Fait que si vous pouvez prendre 5 minutes pour remplir ça pour moi, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup. Puis s'il y a des questions, je reste disponible, bien entendu. Puis voilà, merci. Merci beaucoup, Jean. Maintenant, on peut prendre quelques questions. S'il n'y en a pas, je vais juste apporter un point de complément par rapport à ce que tu disais sur les autorisations FDA aucun médicament d'imprimant 3D. Alors, il n'y en a pas d'autres commercialisés à part Aprecia, mais tu as 3 molécules, deux de chez Lilly et une de chez Novartis, en essai de phase 2 aux US, autorisées actuellement. Ok. Pour quelle indication? Plutôt des distributions coliques en fait dessus, c'est-à-dire que l'impression 3D est utilisée pour en fait encapsuler dans 2 des cas avoir une libération en fait au pH colique de molécules instables. Les molécules ne sont pas précisées dans les communiqués actuellement, il faut que j'aille chercher la FDA pour voir ce qu'il y a dedans, mais tu as ça. Et tu en as une autre de chez Lilly qui là c'est pour augmenter la surface d'absorption, c'est un antidiabétique oral si je ne me trompe pas. Dessus, et en fait il joue sur la forme imprimée dessus pour augmenter en fait l'absorption de la molécule. Ok. Tout simplement en jouant sur la géométrie. Ok. Merci. Et moi je te dis bravo pour la pectine, bravo. Ah oui. Mes mauvais souvenirs avec la pectine, je te dis bravo. Oui, ça. Parce que nous, tu as la courbe que tu as obtenue, nous on l'a jusqu'à 12 heures. On a obtenu un release sur 12 heures en SSE, ce qui n'était pas attendu. Oui, ça a été beaucoup de travail. Ça a été un projet une formulation qu'on a développée rapidement, là, en 2-3 mois en Espagne avec Alvaro. On a été chanceux, je pense, parce que ça aurait pu être beaucoup plus long. Je voyais les temps, les durées de développement que vous aviez. Je pense que on a été chanceux, finalement. Ça fait partie du jeu, bravo. La question que j'avais pas osé poser, mais je vais y aller, c'est est-ce que les chiens ont aimé le goût? Je sais pas. Non, Je hein? sais pas, ça a été donné par gavage. Ok. La raison pour laquelle ça a été fait, c'est qu'on voulait pas laisser les chiens mastiquer. Il est craché, oui, mais on voulait aussi avoir une idée du pire scénario où un enfant l'avalerait tout rond, tu sais, sans le mâcher. Puis on imagine que s'il mâchait, la dissolution puis la libération serait encore plus rapide, ce qui est bien finalement. Donc on les a donnés tout rond, ce qu'on ne sait pas. Puis c'est une question qu'on se pose aussi, puis qui va peut-être juste être possible de voir en pratique, c'est est-ce que vraiment les enfants vont les aimer? Ça se peut que finalement, tout ce qu'on a fait, notre formulation n'est pas bonne. C'est quand même 30% d'hydroxurée, c'est un goût amer. Ça se peut très bien que ça soit pas comme un bonbon finalement. Ce qui est peut-être bien d'un côté aussi, parce que si les enfants les aiment trop, ça peut des fois poser des problèmes, mais ça reste encore à voir tout ça. Non, moi, j'ai une question, j'ai une remarque. Peut-être tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton projet, puis sur l'accès à l'imprimante 3D, justement. Comment est-ce que toi, tu vois ça dans un futur Oui. à court, moyen, long terme? Oui. À court terme, tu sais, je vous avais dit que j'étais parti en Espagne pour travailler tout ça, parce que là, on n'avait pas d'imprimante ici, finalement. À court terme, l'imprimante s'en vient à l'UDM pour qu'on puisse continuer à travailler là-dessus, développer d'autres formulations, peaufiner celle-là, faire d'autres tests, etc. Fait qu'à court terme, c'est du développement. Je pense pas que... Moi, je serais pas à l'aise, en tout cas, à envoyer une imprimante, par exemple, à Sainte-Justine en disant
préparer de l'hydroxyurée. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Fait qu'à court terme, c'est un peu ça. À moyen terme, je pense que si on a quelques formulations qui sont testées, qui sont répétables, qui sont de qualité, il y a Sainte-Justine qui serait intéressée à peut-être avoir une imprimante. Je pense que le CHUM aussi peut-être pour en avoir une. Euh, Puis ensuite, ben là, viendrait la question de est-ce que l'hôpital préfère préparer ses encres lui-même ou est-ce que ça devrait être fait à l'extérieur? Nous, on pourrait proposer justement à la plateforme de biopharmacie de faire tout ce développement-là. Ça pourrait être aussi une pharmacie préparatrice qui préparerait ces encres-là. Euh, Puis après, ensuite, à long terme, difficile à dire où est-ce que ça s'en va. Moi, j'ai une vision où tu sais, chaque hôpital ou même chaque pharmacie pourrait avoir sa propre imprimante. Puis il y aurait assez d'expertise, puis un réseau assez étoffé pour justement répondre à tous les besoins de nos patients avec ce genre d'outil-là. Euh, on disait aussi là, que c'était pas un outil qui répond à tous les besoins, mais qui vient boucher beaucoup de trous laissés par l'industrie, qui je pense vont rester ouverts longtemps, parce que justement c'est de la médecine personnalisée qui fait que ça demande des solutions personnalisées, finalement. J'ai une autre question qui est à la fois pour Maxime et pour Jean. Donc, vous êtes tous les deux pharmaciens de formation. Donc vous avez une formation scientifique, théorique, pas forcément pratique à la base quand vous arrivez à l'hôpital. C'est quoi le délai de prise en main d'une imprimante 3D? Ça va dépendre en fait du mode d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, pour qu'un préparateur soit autonome, moi j'ai 3 préparateurs qui travaillent avec nous, sur ce qu'on leur donne en option de faire, en 48 heures, ils sont autonomes. C'est-à-dire que le mode d'utilisation, comme ce qu'a fait voir Stéphanie, où l'encre est déjà faite, le programme est déjà fait, c'est juste, je prends ma seringue, je fais mes étapes, je nettoie, je sais où utiliser l'appareil, c'est une prise en main extrêmement rapide, une fois que tout est prêt. Si on va sur un process qui est plutôt, j'ai mon encre, je cherche ma dose, je cherche à déposer et tout, c'est fait plus par les jeunes pharmaciens, les internes ou les pharmaciens assistants. Ça prend plutôt 2 à 3 semaines d'être autonome pour pouvoir rendre des tests et des choses conformes. Et après, le temps de développement, bah, ça c'est plutôt ma partie, ça va dépendre en fait de la molécule, de si la molécule est sympa ou pas sympa. Ça joue beaucoup, malheureusement. Ça joue beaucoup et ça peut être très rapide à très long. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Si on veut faire comme ce qu'on a fait avec Alvaro sur un autre projet, où on a fait des gélules en polypile dessus, ça peut être très rapide. Si c'est juste une dispersion dans une matrice qui va bien solidifier, qui soit compatible avec une gélule, et on s'intéresse que à la chaleur et à une précision de dose, en 2 semaines, on peut avoir une formulation faite. Si on veut vraiment quelque chose qui soit comme ce qu'on a voulu faire sur le Bactrim sur Ordoxan, où on puisse avoir des cartouches prêtes à l'emploi, on garde ce côté souple pour la pédiatrie, facilement mâchable, ou en plus qu'on se rajoute la contrainte de on veut que ce soit souple, mais en plus que ça vienne se solubiliser dans un volume précis, dans un temps précis, plus on va rajouter d'items, plus le temps de développement va être long. Il n'y a pas de règle, c'est pas en tant qu'utilisateur, j'entends que c'est très simple. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. À la base, mon background, moi, avant d'être il y a 10 ans, je suis pharmacien clinicien à la base. C'est-à-dire que je suis pharmacien clinicien en hématologie. Et en 10 ans, j'en suis rendu là plutôt sur la pharmacotechnie. Donc, rien n'est infaisable, je veux dire, c'est totalement faisable. Et toi, Jean, c'est ton expérience, ça t'a pris combien de temps comme utilisateur pour comprendre comment l'imprimante fonctionnait? Ben, j'ai été chanceux d'être dans un milieu où c'était des gens je pense que c'était ceux qui la connaissaient plus, cet outil-là. Fait que j'ai été chanceux de commencer là. Mais j'ai été surpris du fait que, une fois que j'avais quelque chose à tester d'imprimable, on m'a dit, ben, teste-la, tout seul. Puis, tiens, on m'a expliqué un peu rapidement comment l'imprimante fonctionnait, mais ça a vraiment été intuitif, dans le sens où c'est pas un outil qui est difficile à utiliser. En quelques jours, je l'utilisais seul, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Reste ensuite que, comme on disait, le développement de formulation, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande des expertises différentes. Mais pour quelqu'un qui serait seulement là pour la manipuler, c'est super simple, c'est super intuitif. C'est pas, surtout pour notre génération aujourd'hui, je pense que tout le monde serait capable de manipuler ça.
Excellent, merci. Et on aurait une question de Grégoire Leclerc. Bon, excellente présentation. Est-ce qu'il serait possible de comparer les avantages inconvénients entre les gummies produits par impression et une dose de formation orale liquide équivalente? Ça s'applique peut-être à vous deux, à vos différentes Ouais. expériences, oui. Ouais, ben, il y en a quelques-uns dont j'en ai glissé un mot aussi pendant la présentation. Le premier, je pense que c'est peut-être le plus important, c'est l'adhérence au traitement. Euh, on en a assez parlé, là, mais les enfants puis les liquides médicamentés, ça fait deux finalement. Euh, il y a la question de sécurité aussi, puis d'automatisation des préparations. Préparer ce genre de liquide-là en pharmacie, c'est long, puis parfois ça expose les préparateurs à des médicaments dangereux. Puis le troisième que je verrais, ça serait la précision de dose. Je pense que, surtout pour des parents, tu sais, pour nous, on est tous des scientifiques, on a tous fait du labo au moins une fois dans notre vie. Si on vous demande de mesurer avec une seringue graduée un 5,5 millilitres, c'est facile. Mais pour travailler en pharmacie, des fois, il y a des gens qui finissent leur bouteille d'antibiotiques en 2 jours. Donc, c'est supposé leur durer 10 parce que les mesures sont compliquées. Fait que toute cette sécurité-là aussi pour les patients puis pour les manipulateurs, c'est important aussi, je pense. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose à ça. Ben, moi, je vais te raconter une histoire plutôt pour répondre à cette question-là. C'est la première fois que notre chef de service de pédiatrie a prescrit du Bactrim en gummies pour un de ses patients qui avait du mal avec le cirrhose, on sait dire. Première fois qu'il a prescrit, c'était un mercredi soir. Le patient donc, se pointe à la pharmacie, on n'était pas prévenu. On lui explique comment prendre le traitement et tout. Et puis, le vendredi, la patiente appelle avec des douleurs. Personne ne répond et le samedi, elle finit aux urgences. Elle finit aux urgences avec des douleurs abdominales et on découvre à l'échographie des cristaux urinaires. Lundi matin, j'étais pas là, appel paniqué de la chef de service de pédiatrie. Qu'avez-vous fait? Vous voulez tuer nos patients? C'est pas possible, c'est horrible. Je découvre ça le lundi soir, un peu paniqué. Je reprends tous les excipients qu'on a mis, s'il pouvait y avoir des allergies, des choses et autres. Et puis je finis par taper tout simplement sur Google cristallurie Bactrim. Et là, c'est écrit que dans 1 à 10% des cas, le sulfaméthoxazole peut entraîner des cristaux de lithiase urinaire, tout simplement en cas de manque d'hydratation. Je fais, c'est drôle. Et en fait, ce qui se passait, c'est-à-dire que jusque-là, depuis 6 mois, elle n'a jamais pris son Bactrim, en fait, cette patiente-là. En fait, au questionnaire, après avoir insisté le mercredi, quand elle a revu son patient en consultation, en lui demandant « Mais est-ce qu'elle prenait son traitement ?» Ah oui, elle le prenait, mais en fait, elle le vomissait tout de suite après. Ah, en fait, la patiente était tout simplement pas suffisamment hydratée, donc on a rajouté sur les ordonnances maintenant de bien boire, parce que le fait de boire permet d'éliminer. Mais je pense que cette histoire, ça résume tout. C'est-à-dire que on avait lancé ça depuis 1 mois, et tout simplement, la patiente n'avait jamais pris son traitement depuis 6 mois. Elle était censée le prendre, que le médecin croyait qu'elle prenait son traitement. Je pense que ça répond, Grégoire, à votre question. Juste ce cas-là, ça montre l'intérêt de le faire. C'est-à-dire que là, on est sûr qu'elle est bien pris son traitement et qu'elle le prend bien. Moi, j'ai une autre question. Maybe Alvaro, you can also, tell your point of view. What makes possible the funding of implementing a 3D printer in hospitals? Because right now, hospitals all over the world, they are kind of having financial problems. They're reducing costs, trying to reduce costs. How can we convince hospitals to, in fact, inject money in buying 3D printers? What would be the main argument that we can advance to help them implement 3D printers? Yeah, well, that's a very good question. Obviously, it's necessary to show the return of investment because buying a printer is expensive. But if you can prove that using a 3D printer you can save money, avoiding
the use of other medication that is more expensive, or reducing the number of people that you have in the pharmacy, or this number of people that are in the pharmacy are doing other tasks, not just manual preparation. That's one selling point. But that's the basic or easy to understand selling point. The other selling point is that we are making new medicines, better medicines, and treatments are going to be better. So there are new treatments. There are reports there that in the UK, 1 out of 15 admissions in the hospitals are related to side effects of medicines. So if we can make medicines better and reduce the side effects and hospitalizations from these medicines, that's another type of return of investment that is more difficult to prove and calculate, but it goes, from my point of view, it goes in that way, in the safety. Normally, if you want to implement a new technology, it's either because it's faster, better, or cheaper. 3D printing, we can say that is similar in cost than compounding, but we want to prove that is cheaper, but the main point is that is better. Obviously, it's not faster than mass production, no? Because with a tableting machine, you can make millions of tablets, and 3D printing is slower, but it's better. You are giving better medicines. And from your point of view, do you think it's also greener? I mean, is it better for the environment? Well, there are reports saying that yes, because you are decentralizing medicine production, you reduce the stock of medicines. Some medicines expire in hospitals and pharmacies, and they are manufactured, but they are not used. So you can make exactly the number of tablets that you need to produce. So many people claim that, and I don't have like proper data to show, yeah, this is correct or not. I think there are some articles showing that it is, and I want to believe that it is. I don't find reasons to prove that it's worse. Thank you. Si je peux compléter ce que dit Alvaro, c'est surtout la possibilité de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est plus ça. When Alvaro said better, it means that we can do things that we didn't do before. It gives us some new way to treat patients, new alternatives to treat new patients. We have now the fourth age with patients with many co-medications, where the adherence to the treatment will be a burden to our generations. And with traditional way of treating patients, we won't answer correctly to the patient. So I really think that 3D printing, even if I work in pediatrics world, I think it will be very many used for geriatric populations where we need to adapt doses. Sometimes we do not give some treatments because we know that we cannot give the good doses to the patient, so we choose to change the treatment for the patient because we don't have the good strengths of dosage for the patients. So really, I'm not sure about every age point, but it's better. It's really the answer. We do things that we didn't do before. It opens new possibilities to treat patients. It's how we foresee tomorrow the use of 3D printing. Merci beaucoup en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier. Ah, il y a une question. Ben, je pense en fait, c'est parce que moi je ne suis pas du tout pharmacien, je suis dans tout ce qui touche la valorisation de la recherche universitaire et ça au centre de recherche. Puis je trouve ça intéressant en fait la réflexion de un peu ce qui était apporté tantôt de faire un maillage entre la recherche et la clinique parce que tu sais on développe du savoir-faire dans les universités et dans les hôpitaux. Puis est-ce que notre objectif à la fin, c'est qu'on transfère ça dans des compagnies, bon là je prends l'exemple américain, mais tu sais, qui après ça nous chargent le plein prix pour utiliser cette formulation-là, où on réussit peut-être à convaincre le gouvernement que ce soit, c'est sûr que tous les hôpitaux ne seront pas capables
d'avoir des imprimantes, ça c'est clair, mais tu sais, si on aurait la possibilité d'avoir un peu comme des centres de référence ou à différents endroits au Québec où là on pourrait, comme un peu une plateforme où on pourrait avoir de la recherche, mais aussi que on serait capable de répondre aux besoins des régions éloignées ou de plus petits centres pour distribuer en fait cette médecine personnalisée-là. Je pense que c'est ça, c'est un peu, c'est une question un peu philosophique, mais tu sais, c'est de convaincre en fait le gouvernement là, parce que c'est un peu le mot de la fin sur lequel je voulais venir. Donc présentement, notre projet Impression 3D n'est pas un projet qui est financé. Donc on a besoin d'aller chercher du financement auprès du gouvernement. Notre idée, c'est d'impliquer le plus possible nos collègues cliniciens, et que ce soit des pharmaciens, des médecins qui sont intéressés par cette technologie-là, pour aller monter une demande de subvention auprès du gouvernement. Et dans notre modèle, il faudrait qu'on ait plusieurs centres hospitaliers. Et on aimerait vraiment impliquer les centres en région éloignée parce qu'on y voit une plus-value pour eux à se sentir impliqués dans cette implantation-là. L'idée, c'est ce que nous, à l'université, on possède l'expertise pour développer les encres, pour établir finalement le certificat de conformité de ces encres imprimables, puis établir le schéma d'impression, puis aller ensuite proposer d'essayer ces imprimés-là dans des essais cliniques, dans les hôpitaux, là où il y a des besoins, pour des maladies rares, pour des besoins médicaux non couverts présentement, pour des populations spéciales. Donc tout ça, c'est un partenariat. Puis je pense que ça peut très très bien, ça a sa place, je pense, de se développer au niveau d'un financement du gouvernement du Québec, mais probablement aussi au niveau canadien, parce que l'impression 3D de médicaments en Amérique du Nord, présentement, c'est quasiment inexistant. Donc on a une chance de bénéficier de l'expérience de nos collègues européens, de bénéficier du soutien de la compagnie Faberix pour nous aider à implémenter cette technologie-là au Québec. Et donc je voudrais inviter toutes les personnes qui se sentent juste intéressées par notre projet à communiquer avec Jean via le petit sondage ou directement en utilisant les adresses courriels qui sont à votre disposition, à nous contacter, à nous dire que vous êtes intéressés parce que clairement on va trouver une place pour vous dans notre projet en tant qu'utilisateur, en tant que personne qui a des idées à partager sur les médicaments imprimés, sur la façon dont on peut implémenter ça. On est très très preneur de ce genre de participation. Voilà. Donc, pour finir, je voudrais quand même remercier nos trois intervenants. Merci beaucoup pour vos présentations. Je pense que les commentaires dans le chat disent que c'était très inspirant. Ça plaît beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et puis, écoutez, on espère pouvoir renouveler cette expérience d'ici quelques mois, mais en ayant d'autres résultats à vous présenter, puis avec une ébauche peut-être de projets à l'échelle du Québec pour mettre en pratique finalement tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci beaucoup.